Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'homosexualité est bientôt criminalisée au Sénégal. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement répondant à un collectif conservateur de la société pour réclamer un durcissement des sanctions contre la communauté gay. Nous irons sur place dans ce journal. La mort du réalisateur algérien Mohamed Lagda Hamina, qui nous a quittés samedi à l'âge de 95 ans en présence de ses proches, un monument du cinéma mondial et le seul réalisateur arabe et africain à avoir reçu la prestigieuse Palme d'Or du Festival de Cannes en 1975. Focus politique de ce dimanche soir s'intéresse à l'ouvrage événement François Mitterrand, le dernier empereur chez Philippe Ray, qui met en lumière une trajectoire méconnue et pourtant fondamentale, celle d'un homme qui, bien avant d'incarner la gauche au pouvoir, a été façonné par les arcanes du colonialisme et ses ambiguïtés. À l'occasion de 30 ans de sa disparition, ce livre dirigé par Pascal Blanchard et Nicolas Bancel s'attaque aux zones d'ombre d'une figure politique aussi complexe que stratégique. Notre invité ce soir, Pascal Blanchard, décrypte pour nous le poids d'un héritage colonial sur la gauche française, ses continuités, ses ruptures et ses silences. On ouvre ce journal par le Sénégal qui se dirige vers une criminalisation de l'homosexualité. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre porte-parole du gouvernement. Il répond ainsi favorablement à un collectif conservateur de la société qui a organisé une marche ce vendredi pour réclamer un durcissement des sanctions contre la communauté LGBTQ. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Culturellement, les Sénégalais rejettent l'homosexualité. C'est là des propos du ministre porte-parole du gouvernement qui s'exprimait dans une émission à la RTS, la télévision nationale. Le ministre porte-parole du gouvernement informe qu'une rencontre a eu lieu il y a quelques jours entre des députés du groupe parlementaire du PASTEF, le parti au pouvoir, largement majoritaire à l'Assemblée nationale, et des membres du collectif And Sam Djikoyi, en Wolof, ensemble pour préserver les valeurs. Un collectif qui se bat maintenant depuis de nombreuses années contre l'homosexualité. Le ministre poursuit en informant que les députés du PASTEF, du groupe parlementaire du PASTEF, ont pris l'engagement de porter à l'Assemblée nationale une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Le code pénal sénégalais prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement contre une pratique qualifiée, je cite, de contre nature avec un individu de son sexe. En janvier 2022, une proposition de loi criminalisant l'homosexualité avait déjà été proposée. Elle avait été rejetée par l'Assemblée nationale. Les députés de cette législature avaient estimé que l'homosexualité était déjà punie par le code pénal sénégalais. Le réalisateur algérien Mohamed Lagda Hamina est décédé ce vendredi. Il a été enterré samedi en présence de ses proches et des personnalités du monde artistique algérien. Il reste aujourd'hui le seul cinéaste arabe et africain à avoir été couronné par une palme d'or à Cannes en 1975 pour son chef-d'œuvre Chronique des années de braise. Alice Broga. Ils sont venus nombreux dire adieu à l'une des figures emblématiques du cinéma algérien. Mohamed Lagda Hamina, décédé à l'âge de 91 ans, a été enterré samedi dans la banlieue sud d'Alger, en présence de ses proches, mais aussi de nombreux artistes algériens qui saluent son héritage. Un mec très intelligent et libre et avec un amour de la liberté et de son pays, etc. Donc c'est une grande figure qui s'en va. Ce qui est important, il a fait des œuvres qui restent et c'est ces œuvres-là qui vont parler de lui, non ? Et on parle beaucoup plus de ça pour les nouvelles générations. Ils vont voir ses films, etc. Et c'est ça qui est important. Mohamed Lagda Hamina s'est éteint vendredi, 50 ans jour pour jour, après avoir reçu la Palme d'Or à Cannes en 1975 pour son film Chronique des années de braise. Une fresque historique qui retrace les prémices de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien. Cette histoire, c'était aussi la sienne. Pendant la guerre d'Algérie, son père a été enlevé, torturé et tué par l'armée française. Mohamed Lagda Hamina s'était ensuite lui-même engagé dans la résistance algérienne. Je n'ai pas pu la gagner sans la mort de mon père, sans ma mère, sans ma grand-mère, sans tous ces héros algériens qui ont donné leur vie pour cette Algérie.
Perçu comme un cinéaste qui porte la voix du Sud, Mohamed Lagdaramina a aussi dénoncé l'exploitation des femmes dans son film Vent de sable, qui raconte l'histoire d'une femme répudiée par son mari pour ne pas lui avoir donné d'héritier masculin. Là, j'ai fait un film militant pour la promotion et l'émancipation de la femme, chez moi dans mon pays, en Algérie et dans le monde musulman. À ce jour, Mohamed Lagdaramina reste le seul cinéaste du continent africain à avoir été sacré à Cannes. Le procès de l'attaque terroriste d'In Amenas au sud-est d'Algérie reprend ce 25 mai à Alger. 4 hommes comparaissent pour appartenance à un groupe armé, prise d'otages et homicide volontaire avec préméditation lors du raid djihadiste de janvier 2013 qui avait coûté la vie à une 40aine d'otages et entraîné l'intervention de l'armée algérienne. On passe au Mali où 3 militants des mouvements pour la paix ont été arrêtés il y a 2 ans après avoir dénoncé des exactions présumées de l'armée contre les civils. Restent incarcérés sans procès. Malgré les décisions de justice et les appels internationaux, leurs demandes de libération provisoire ont été rejetées. Leurs proches dénoncent torture, conditions de détention inhumaines et un montage judiciaire. L'agriculture en crise au Kenya. La campagne, les fermiers vendent à bas prix, tandis que les consommateurs des grandes villes doivent dépenser beaucoup d'argent pour leurs fruits et légumes. La cause, les intermédiaires qui ne sont pas encadrés par aucune loi et qui gagnent beaucoup au détriment du reste du pays. Bastien Renaud. 8 heures par jour, Benedetta travaille dans son champ. Aujourd'hui, elle a vendu ses choux pour seulement 10 centimes d'euros du kilo. Un prix imposé par des intermédiaires. Je travaille à perte. J'ai des employés. Je dois acheter des produits chimiques, des fertilisants. Et cela ne me rapporte rien. Des grossistes achètent les produits de Benedetta et les revendent aux marchands de la capitale. Impossible pour les fermiers de s'y rendre eux-mêmes, les marchés sont contrôlés par ces intermédiaires. À Nairobi, les choux sont vendus 10 fois plus cher que ce qu'a touché l'agricultrice. Pourtant, les vendeurs ne s'y retrouvent pas non plus. Ce sont les intermédiaires qui gagnent de l'argent. Ils n'ont pas de contraintes. Ils ont juste à acheter les légumes quand ils sont prêts, à bas prix, et à les revendre le plus cher possible. Pour cet économiste, les abus sont liés à un manque de règles. Leur travail est utile, sinon les marchés seraient vides. Mais cela ne doit pas empêcher le gouvernement de créer un cadre législatif. Les intermédiaires devraient être enregistrés. Comme cela, leurs interactions avec les fermiers et les marchands seraient surveillées. Sans ces lois, le déséquilibre se creuse. Beaucoup doivent changer d'activité. En 10 ans, 20% des fermiers ont baissé les bras et ce chiffre continue à augmenter. Ce soir, dans notre focus politique, nous plongeons dans l'histoire et les zones d'ombre d'un président emblématique. François Mitterrand, à l'occasion de la sortie d'un livre événement, Le Dernier Empereur, signé Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, publié chez Philippe Ray. Nous revisitons la trajectoire coloniale et post-coloniale d'un homme qui, derrière le mythe du grand décolonisateur, a œuvré sans relâche pour préserver la grandeur de la France, quitte à sacrifier certaines promesses de gauche. Quel héritage pour quel successeur? Quel poids pour les socialistes d'aujourd'hui? C'est avec tout ça que nous analysons ce soir. Et grâce à Pascal Blanchard, historien spécialiste du fait colonial. Bonsoir Pascal Blanchard et bienvenue dans le JTA. Bonsoir, merci. Alors, c'est une somme, hein. Un livre énorme. Ce livre commence déjà, on va rentrer directement dans le sujet, commence par expliquer dès l'introduction que la trajectoire coloniale de François Mitterrand a été sous-évaluée. Expliquez-nous pourquoi. D'abord parce que lui-même a parfaitement su réécrire et effacer sa propre histoire. Il a très vite compris au sortir des indépendances que son activisme politique en faveur de l'Empire n'était pas véritablement une belle idée pour un homme de gauche qui voulait fédérer la gauche, et il va en 65 avoir sa première élection présidentielle. Donc il va lui-même l'effacer, il va la réécrire. Il va en fait convaincre ses biographes, les journalistes, son entourage, qu'il avait un autre destin, de visionnaire, celui qui aurait déjà pensé à la décolonisation. Et puis, les Français ont voulu tourner la page de l'histoire impériale au début des années 60. Donc ils se sont peut-être moins intéressés qu'à d'autres sujets de son parcours personnel.
Et puis les socialistes n'avaient pas forcément envie d'aller regarder ce qu'il y avait derrière le porteur de la francisque, en plus porteur d'idéaux colonialistes. Ça faisait beaucoup pour celui qui allait devoir et qui allait pouvoir fédérer les gauches, les emmener à la victoire en 81. Ça arrangeait tout le monde, lui le premier, d'effacer ce passé. D'effacer un passé assez lourd. Revenons à ses débuts. Vous dites que le colonialisme de l'ancien président a été enraciné dès les années 30. Oui. Justement, dites-nous en plus. C'est une belle découverte dans cet ouvrage, c'est de poser la question, en fin de compte, comme c'est une biographie de d'où il part. C'est quoi ces livres qu'il lit? C'est quoi ses premiers engagements politiques? Et puis on découvre que sa première manifestation, c'est pour soutenir Mussolini qui veut conquérir l'Éthiopie. On découvre son engagement dans des milieux nationalistes et d'extrême droite, au Parti social français du colonel de la Rocque, avec une vision de l'Empire totalement installée. C'est même un des piliers de ce parti d'extrême droite à l'époque, dont il est militant. On voit qu'à l'Écho de Paris, il partage le point de vue de ces chroniqueurs qui pensent à la grandeur impériale. En fait, on découvre que Mitterrand, bien avant le Mitterrand politique, le Mitterrand jeune, le Mitterrand étudiant, dans ses engagements de prime jeunesse, est déjà attiré quelque part par cet empire qui lui amène le succès. Et en fait, pour arriver à le comprendre, c'est le choc à 14 ans quand il vient pour la première fois à Paris en famille, qui découvre l'exposition coloniale et qui pense à ce moment-là que la France ne serait rien sans cette grandeur impériale. Tout ça est assez cohérent, se retrouve à Vichy, et dans ses premières armes politiques au début des années 40, après la guerre, tout naturellement, il va aller vers l'Empire, puisqu'il pense que cet empire est une source de pouvoir, de grandeur, et quelque part, il pense que cet empire restera ad vitam aeternam dans l'espace politique français. Et il y a toujours cette dualité, d'ailleurs, que vous montrez d'ailleurs dans le livre, entre son nationalisme et l'idée que l'empire doit être grande, la France doit être grande, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et alors, continuons, parce qu'il y a énormément de choses à traiter, évidemment, dans ce livre qui est extrêmement fouillé, documenté, très précieux, d'ailleurs, je le dis pour nos spectateurs. Parlons à présent du double discours, France-Afrique, réel politique. Je ne sais pas, on pense par exemple au discours de La Baule, où il incite, où il pense d'ailleurs qu'il va... Oui. Il est persuadé de lui-même, je pense qu'il le croit d'ailleurs, que c'est grâce à la lumière qui va venir de France que la démocratie va d'un seul coup s'éveiller sur le continent africain. On aurait pu lui souffler à l'oreille, et d'ailleurs Eric Corsena, lui, a soufflé à l'oreille. Oui, bien sûr, c'est lui qui a écrit... et tout à fait, il a écrit le premier jet du discours. Mitterrand a vraiment réécrit le reste. En fait, Mitterrand pense, et je crois que La Baule est un très bon exemple, que tout doit venir de l'Hexagone, tout doit venir de l'ex-métropole, donc tout doit venir de France, y compris amener la démocratie. Et donc il en est persuadé, y compris dans sa geste, d'une certaine manière, que la France doit rester protectrice de ce continent. Après avoir soutenu des dictatures pendant longtemps, d'ailleurs. Et d'avoir, même un peu après, vous remarquerez qu'après La Baule, il a continué à en soutenir quelques-unes. Il n'y avait aucune ambiguïté chez lui, puisque c'était une sorte de gestion par le prince, et non pas par... les ministres, non pas par d'autres conseillers. Et quand il a un conseiller, c'est son propre fils. C'est exactement les visions impériales qu'on peut avoir de ces princes qui considèrent qu'il y a des affaires privées et qu'elles ne peuvent être gérées qu'en famille. Et bien pour lui, l'ex-territoire colonial se gérait en famille. Il était d'une certaine manière à la fois le président de la République française et le dernier empereur d'un empire perdu, mais dont il pensait qu'il avait encore besoin d'un guide, et que ce guide, c'était lui. Et c'est assez incroyable, et on découvre à travers les affaires qu'on connaît bien aujourd'hui, on découvre à travers les interventions militaires. La France a quand même le record d'Europe des interventions militaires en Afrique, je tiens à le rappeler, et sous Mitterrand, plus que d'autres. En fait, mais qu'est-ce que ça dit de lui, d'ailleurs, les interventions? On pense au Rwanda, par exemple. Alors, le Rwanda, c'est peut-être la dernière de toutes qui arrive au bout d'un système, parce que le Rwanda en lui-même, c'est comment Mitterrand a le sentiment d'avoir agrandi l'Empire. Il a mis un pied, une main sur un territoire qui ne venait pas de l'empire colonial français originel. De cette manière, il a été damé le pion aux anglo-saxons. Et dans son imaginaire, depuis toujours, Fashoda, c'est l'humiliation ultime des Français face aux Anglais. Donc, laisser les Américains, les Anglais revenir au Rwanda, c'est inconcevable. Au point d'aller jusqu'au bout de sa vision qu'il a de l'Afrique, où les affaires se gèrent de cette manière-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, Duclerc, qui a fait avec Maria Margalis de très beaux articles dedans, démontre que bien au-delà de la responsabilité de la France, c'est la responsabilité de François Mitterrand, le Rwanda. Personnel. Il va jusqu'au bout avec une vision qui n'est pas une vision de l'instant, qui n'est pas qu'une vision diplomatique, qui est une vision sur le temps long. Et quand on voit dans ses premiers livres qu'il a écrits en 53-57, le terme de fashoda, d'humiliation, de fait que l'ennemi est là, qu'il va falloir défendre l'Empire colonial français, c'est quelque chose qui est totalement incrusté en lui. Totalement ancré, mais aussi passé. Il y a un héritage qui est transmis. Ça aussi, c'est très, très intéressant. Et vous racontez que cet héritage, il est à gauche, mais aussi à droite. Tout à fait. Il a parfaitement hérité de la vision gaulliste et de Foccart de gérer l'Afrique avec la France-Afrique. On le dit d'ailleurs dans le livre que si Foccart n'avait pas été inventé, imaginé par De Gaulle, il l'aurait lui-même inventé. Et surtout, la gauche a hérité de cette histoire. 14 ans de présence de Mitterrand au pouvoir, c'est pas neutre. Ça a construit une certaine relation avec l'Afrique.
ça dont héritera à la suite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et un peu aussi Emmanuel Macron. Ouais. Ça induit aussi une vision à la mémoire coloniale très particulière. Mitterrand considérait qu'il fallait une mémoire nostalgique. Il l'avait même promis à l'Association des rapatriés recours de construire un mémorial à l'œuvre coloniale française à Marseille avec son ami Defer, maire de Marseille. Donc quand vous regardez ces éléments-là qui pèsent quelque part sur la gauche française, de ne pas avoir été capable de regarder cette relation de Mitterrand avec cette histoire, de ne pas avoir été capable de regarder en face l'histoire coloniale, d'avoir une relation ambiguë avec l'Afrique et les Outre-mer. On traite aussi de la bombe en Polynésie, on traite d'Ouvéa dans ce livre pour démontrer que chez Mitterrand, tout ça continuait à constituer un empire. Dans sa manière de gérer les choses, mais on comprend que la gauche a eu un gros problème parce qu'elle n'a jamais, en fin de compte, ouvert l'album de famille. Oui. Et les conséquences sont terribles aujourd'hui. Et en un mot, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, Emmanuel Macron avait promis une rupture, mais on voit dans le livre que c'est pas tout à fait net, en fait, cette rupture. Il a récupéré, je pense, un poids du passé que porte Mitterrand, pas le seul, d'autres que lui le portent. François Hollande a fait aussi ses premières erreurs, Nicolas Sarkozy, la France gaulliste. Et il a cru qu'il arriverait à dépasser tout ça. Peut-être qu'il n'a pas assez mesuré ce que représentait comme poids foncier et fondamental ce passé mitterrandien. Ouais. Je rappelle aujourd'hui, on ouvre le livre sur cette petite phrase qui est encore sur le site de l'Élysée. Il y a une petite phrase qui dit dans la biographie officielle de François Mitterrand qu'il a été un grand décolonisateur. Oui, oui. C'est fantastique. Oui. Est-ce que là, il a écrit lui-même. Bon, il a écrit lui-même. Et personne, surtout après lui, n'a osé le réécrire. Ouais. Et si Emmanuel Macron avait regardé peut-être avec ce spectre à 360 degrés tout cet héritage, peut-être qu'au-delà des discours, dans les actes, dans les faits, il aurait pu certainement avoir un autre chemin pour sa relation avec l'Afrique. Merci infiniment. C'est plus de 900 pages, donc allez-y, vous allez voir, il y a énormément de choses. Merci Pascal Blanchard d'être venu pour cet ouvrage qui dresse, je précise, un portrait nuancé et critique. C'est ni pour ni contre Mitterrand, du début de sa carrière jusqu'aux responsabilités, évidemment, dans le génocide des Tutsis au Rwanda, mais bien au-delà, on en a parlé. François Mitterrand, le dernier empereur, c'est chez Philippe Ray. Allez-y, c'est toujours extrêmement instructif. Voilà. Merci beaucoup Pascal Blanchard. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir forcément de Dakar à Paris en passant par Alger. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.